je pensais que j'étais la seule, le podcast santé qui amplifie la voix des femmes dans un système de santé patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maë Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule et parce qu'ensemble, on est plus forte. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Laurie. Bienvenue Laurie. Merci. Et merci d'être là. Merci d'avoir accepté de venir déposer ton histoire ici avec nous. Avant qu'on plonge dans ton parcours, dis-moi, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Écoute, je me sens plutôt bien, un peu impressionnée, je dois dire, parce que j'ai pas bien l'habitude de ce genre d'exercice. Et puis, en ayant écouté les podcasts que tu as fait avant, je me pose un peu la question de ce que je vais pouvoir apporter. Mais écoute, on verra. Moi, je sais que tu vas nous apporter énormément de choses par rapport à ton vécu. Et justement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Je suis Laurie, j'ai bientôt 42 ans. Je suis instite, professeure des écoles. J'ai 2 filles qui ont 11 et 8 ans. Et voilà, j'habite au-dessus de Grenoble. En France. En France. Super. Laurie, si je t'ai demandé de venir participer au podcast, c'est parce que toi aussi, tu as une histoire, comment dirais-je ? J'ai pas envie d'utiliser le mot intéressante. Et en même temps, mais en tout cas, une histoire qui parle aussi pas mal de la solitude qu'on peut ressentir dans son parcours de soins quand on est une femme et quand on est confronté à des problèmes de femmes, comme on dit aussi dans la médecine et dans la société. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire ce qui t'est arrivé ? Oui, moi j'ai eu un parcours de santé un peu atypique, on va dire. Déjà après mes 2 accouchements, j'ai dû me faire opérer pour différentes raisons. Et à chaque opération, on m'a dit qu'ils avaient trouvé des lésions d'endométriose. Donc là, c'est la première fois que j'entends parler de l'endométriose. J'avais vaguement entendu parler de ça, mais en tout cas pour moi, parce que moi, j'avais pas des règles particulièrement douloureuses. Ça dépendait des mois, mais c'était tout à fait correct. Donc un peu étonnée. Et puis, quelques années plus tard, c'était à l'automne 2020, j'ai eu des règles bien plus douloureuses que d'habitude. Et les règles se sont terminées, mais la douleur est restée. Voilà, j'avais mal tous les jours. J'ai commencé à me dire que c'était pas très normal. Quand il a fallu que je sorte de ma classe pour aller pleurer dans les toilettes tellement j'avais mal, là, je me suis dit que vraiment il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc j'avais pris rendez-vous avec mon médecin, avec ma gynéco, qui était sur le départ à la retraite parce que là on est au mois de novembre, elle devait partir fin décembre. Donc elle m'oriente vers un autre médecin qui, pareil, ne sait pas trop parce que je rentre pas tout à fait dans les cases. La première chose qu'il me propose, c'est de me mettre sous ménopause artificielle, puisque normalement, quand c'est des problèmes d'endométriose, le fait de plus avoir de règles stoppe les douleurs. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc des injections 1 fois par mois, ça ne change rien. Il me donne aussi des antalgiques qui, ont un peu plus d'effet, mais c'est juste, ça enlève la douleur, ça ne traite pas le problème. Et ne sachant pas trop quel était le problème, il me propose une célioscopie explorative pour aller voir ce qui se passe. Et là, il me dit, en fait, comme il ne sait pas trop ce qu'il va trouver, il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Donc... J'adore. Comme il ne sait pas trop ce qu'il va trouver, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais au moins, il le dit. Non, voilà, c'est ça. Donc il me dit, peut-être que je ne ferai rien, et que je vais juste regarder. Peut-être que si je vois des choses à enlever, je les enlèverai. Peut-être. Et il m'avait parlé, du coup, là, et on avait déjà évoqué l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus. Là, ce qui est un peu délicat, c'est qu'en fait, je me fais opérer et je ne sais pas si je vais me réveiller avec tous mes organes ou pas. Ok. Je vais juste faire une petite pause, parce que waouh, c'est énorme ce qui t'est arrivé en l'espace, c'est quoi ça ? Là, c'est 3 mois, 4 mois. En l'espace de 4 mois, un jour, tu as tes règles, au cycle normal, t'as plus mal que d'habitude. Les règles s'arrêtent, comme tu dis, mais la douleur, elle reste, à tel point que, comme tu nous le disais au début, t'es instite, t'es en train de donner cours, et tu dois sortir de ta classe pour aller pleurer tellement tu as mal, quoi. Ouais, ça s'est passé comme ça. Waouh. Du coup, ce jour-là, clairement, les collègues, tout ça, m'ont dit « Non, mais là, c'est pas possible, en fait, tu peux pas continuer comme ça. » Et j'avais rendez-vous le soir chez mon médecin. C'était un jeudi. Aux élèves, je n'ai rien dit, puisque je savais pas ce qui allait se passer. Et à mes collègues, je leur dis « Bon, je pense que je serai pas là demain, mais à part ça, je sais pas. »
Et je suis parvenue au boulot avant le mois de mars. Voilà. Donc ça, par rapport à la culpabilité, voilà, d'avoir abandonné mes élèves, etc., c'était pas simple non plus. Donc novembre, décembre, janvier, février, et en mars, tu reviens. En mars, je décide, moi, de revenir en mi-temps thérapeutique. Parce que du coup, là, on prend les choses un peu dans le désordre, mais à ce moment-là, j'ai une autre opération qui est programmée au mois de mai. Et donc, je décide de revenir en mi-temps thérapeutique entre le mois de mars et le mois de mai à l'école. Ouais. Ok, on va revenir dessus, justement. Donc, tu sors de ta classe en pleurs, de douleur. Tes collègues te disent c'est pas normal, c'est un jeudi. Tu prends rendez-vous chez ton médecin. Tu vas voir ton médecin généraliste. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma gynéco, et donc elle me dit, bon, effectivement, là, il y a des choses qui vont pas. Donc là, elle m'arrête pendant je sais plus combien de temps déjà, en me disant, non, mais là, vous pouvez pas retourner au travail, ça c'est sûr et certain. Donc elle m'arrête pendant un certain temps. Et puis, elle prend pour moi directement rendez-vous avec un autre médecin qui, lui, est chirurgien aussi. Chirurgien gynécologique. Voilà, c'est ça. Ok, exactement. Okay. Et puis elle me donne des premiers antalgiques, et ensuite que le médecin va changer pour des choses un peu plus fortes parce que ça, c'est pas suffisant. Parce que j'ai toujours mal. Ok, waouh. Tu vois ce chirurgien et donc il dit on va faire une cœlioscopie. Comme la ménopause artificielle ne fonctionne pas, n'a pas d'effet sur mes douleurs, il me dit voilà, il faut que j'aille voir parce que là comme ça je sais pas. Voilà, il me dit il faut aller voir. La cellio-exploratrice, quand je me réveille, il m'explique que il n'a rien fait. Il a vu des lésions d'endométriose, mais il y en a certaines qui sont proches de l'urètre. Et donc, du coup, si ça touche l'urètre, lui, c'est pas lui qui fait, c'est un urologue. Et dans ce cas-là, il faut qu'il m'opère à 4 mains avec un chirurgien urologue parce que lui, il touche pas au système urinaire, il touche seulement à ce qui est gynéco. On est en février, je passe un IRM pour voir justement si ça touche le système urinaire ou non. Non. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on reprogramme une opération pour le mois de mai. Et donc là, une hystérectomie. Là, c'est pas très facile non plus parce que à l'époque, j'ai 38 ans. J'ai déjà 2 enfants, mais j'ai pas forcément le projet d'en avoir un 3e. Mais c'est bien différent de se dire que tu ne veux pas avoir d'enfants et que tu ne peux plus en avoir. Puis l'impression aussi d'être... Quand on enlève une partie de toi, ça, c'est pas une impression, mais une partie de ta féminité, en tout cas. Parce que, voilà, l'utérus, c'est un organe spécifiquement féminin, donc... Voilà, est-ce que ça va changer beaucoup de choses ou pas dans ta vie de femme, quoi. Ouais. Quand est-ce qu'on pose ce mot, justement, d'hystérectomie? Quand est-ce qu'on t'en parle? Il m'en avait déjà parlé avant la première exploration, en me disant que c'était une possibilité qu'il la fasse à ce moment-là, suivant ce qu'il voyait, en fait. D'accord. Finalement, au départ, j'étais un peu déçue après la première opération parce que, voilà, je me suis fait opérer pour rien, entre guillemets, puisque il a juste regardé. Et finalement, après réflexion, je me suis dit que c'était pas si mal parce que ces quelques mois qui ont suivi m'ont permis justement un peu de me préparer à cette opération et voilà, psychologiquement à l'ablation de l'utérus, etc. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, j'ai une de mes tantes qui est prof de yoga. Je lui avais demandé si on pouvait faire du yoga ensemble et en plus, elle était infirmière gynéco. Et donc, on a beaucoup parlé de tout ça et avec le yoga plus les discussions, je pense que ça m'a beaucoup aidée à accepter ça. Voilà. Oui, je souris parce que voilà, ici on dit que parler c'est agir et qu'agir c'est déjà guérir et donc parler c'est guérir. Je pense que c'était important d'en parler, ouais, ça c'est sûr, parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est ça, c'est pas anodin, c'est-à-dire que voilà, l'ablation de l'utérus, comme tu disais, un organe qui est spécifiquement féminin, tu as 38 ans, tu as 2 enfants, après tes 2 accouchements, tu subis des opérations, tu entends parler pour la première fois, en tout cas, c'est la première fois qu'on t'en parle, ta première opération de lésion d'endométriose. Toi, jusqu'à présent, est-ce que tu avais déjà eu des règles douloureuses? Enfin, tu vois ce qu'on sait de l'endométriose? Un petit peu douloureuse, mais tu vois, des choses qui passaient avec un space-fond. Je veux dire, je me suis jamais pliée en deux, à pas pouvoir sortir de chez moi, à être au fond de mon lit. Oui, ça faisait un peu mal, quoi, mais bon, c'était pas... Et puis voilà, c'était pas chaque mois. Non, franchement, j'ai pas eu de règles particulièrement douloureuses avant novembre 2020, quoi. Ah là là, le mois de novembre, quoi. Je te jure, les mois de novembre. Avant novembre 2020, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe une fois que, il te dit, on n'a pas besoin d'un chirurgien urologue? C'est quoi ensuite les prochaines étapes? Et du coup, donc, on programme une nouvelle opération qui est donc là prévue au mois de mai donc 2021, avec cette fois donc hystérectomie. Donc là, il m'enlève, il me dit qu'il m'enlève l'utérus, les trompes, et il me dit que le col de l'utérus, la question se pose en fait, que on peut peut-être le garder, mais que ça va dépendre parce qu'il y avait des lésions qui étaient relativement proches. Et il me dit voilà, ça dépend des lésions. Il me dit parce que en gros, il a peur que s'il me conserve le col de l'utérus, il n'arrive pas à enlever toutes les lésions d'endométriose qui sont proches et que donc voilà. Donc moi je lui dis mais enlevez tout. Prends tout.
En fait, c'est parce que là, j'en suis arrivée à un point, c'est finalement, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait 6 mois que j'ai mal tous les jours, tout le temps, et j'en peux plus. Ouais. En fait, à ce moment-là, je peux plus. Donc, je suis retournée un petit peu travailler, mais bon, pas tant que ça. Je dois prendre des médicaments tous les jours, 3-4 fois par jour. Et puis, j'ai mal. J'ai mal, quoi. Donc, je peux plus faire d'activité. Je me pose la question dès qu'il faut marcher un peu. Enfin bon, donc c'est pas. Donc là, moi, j'en ai marre. Je dis, mais de toute façon, le col de l'utérus, j'ai plus d'utérus. Je veux dire, au point où j'en suis, vas-y, enlève. J'adore, vas-y, mon gars. Non, mais non, parce que voilà, je voulais pas de risque. Le plan, c'était, tu m'opères, t'enlèves tout ce que tu y a à enlever, et derrière, j'ai plus mal et je suis tranquille, quoi. Donc, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Je veux pas avoir à y retourner derrière, quoi. Ok. Décision super courageuse, quand même. Ouais, décision super courageuse. Et alors, cette opération, comment ça se passe ? L'opération se passe relativement bien, un peu long, etc. Mais ça se passe bien, je rentre chez moi, tout va bien. Et puis, une semaine après l'opération, en fait, je commence à avoir des saignements. Donc bon, là, je me dis, c'est pas tout à fait normal. Donc, j'appelle la secrétaire du gynéco qui me passe le médecin, qui me dit, bon, ça peut arriver. Si ça va pas, demain matin, je suis au cabinet, vous pouvez venir me voir. Donc, je dis OK. Et puis, en fait, ça, c'était en tout début d'après-midi. Et puis, vers 3h, les saignements commencent à être un peu plus importants. Donc, je rappelle la secrétaire, qui, clairement, j'ai l'impression que je l'embête un petit peu. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, le chirurgien ? Je dis, que je pouvais le voir demain. Elle me dit, bon, je vous donne un rendez-vous demain matin. OK. Sympa. Très bien. Puis, en fait, plus ça avance, plus les saignements sont importants. Et puis, vraiment, là, du coup, je saigne beaucoup. Mais bon, j'ai un rendez-vous le lendemain. Donc, je me dis, j'attends. Et puis, je finis par aller me coucher en me disant peut-être qu'à l'horizontale, avec la gravité, ça fait que je saignerai moins. Non. Non. Voilà, ça ne marchait pas non plus. Donc, je finis par aller dans ma douche parce que, voilà, en plus, un truc manque de protection. Donc, je commence à faire le décompte et je me dis que ça ne va pas tenir la nuit, en fait, là. Voilà, donc je vais m'asseoir dans la douche pour me vider de mon sang. Et puis, je me dis, je vais quand même rappeler quelqu'un parce que là, c'est pareil, c'est pas très normal, quoi. J'appelle la clinique où je m'étais fait opérer. Donc, je tombe sur une infirmière très gentille et elle me dit, écoutez, je vais en parler avec la gynéco de garde et puis je vous tiens au courant. Et elle me rappelle pour me dire que, en gros, c'est comme je veux. Soit je viens à la clinique maintenant, soit j'attends mon rendez-vous du lendemain matin. Moi, je me dis, il est 2h du mat, mes filles sont en train de dormir, mon mec travaille demain, personne n'a l'air d'être plus inquiet que ça, donc je vais attendre, en fait. Donc, j'attends. Alors, heureusement, j'ai mes parents qui habitent pas loin et ma mère qui m'avait dit qu'elle venait s'occuper de mes filles le lendemain matin. Et heureusement qu'elle était là, parce que quand je me suis levée le matin, en fait, j'avais la tête qui tournait. J'avais perdu tellement de sang que, clairement, j'étais pas très forte sur mes jambes. Elle m'emmène à mon rendez-vous. Et quand j'arrive, le chirurgien me dit de m'installer. Je dis, je saigne beaucoup. Et il me dit, oui, allez, viens, installez-vous. Je le fais et là, il me regarde et ah oui, quand même. Je dis, c'est un petit peu ce que j'essaye de dire depuis 12 heures. Oui, je saigne beaucoup. Et donc là, il me dit, il faut que je vous réopère. C'est une cicatrice qui a lâché, il faut que je vous réopère. Donc, j'appelle la clinique, allez chercher vos affaires, allez à la clinique, quoi. Ça fait 12 heures que tu saignes en continu. Ouais, même peut-être un peu plus que ça, ouais. Et j'ai vu après, en fait, on m'a fait une prise de sang quand j'étais à la clinique. Et en fait, j'ai vu que j'étais passée très près de la transfusion, tellement j'ai perdu de sang. Mais, waouh, voilà. Je retourne à la clinique et j'y suis le matin. Et puis, j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va m'opérer. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Je continue à saigner. Puis là, il me donne les habits pour l'opération. Là, tu sais, donc la blouse et puis la culotte en papier. Ouais. La petite culotte toute fine. Qui tient très bien. Et donc, avec les grosses serviettes de maternité, là, mais c'est pareil. Une première fois, j'appelle l'infirmière parce que je me suis tachée, donc elle me redonne un truc. Et puis une deuxième fois, et là en fait, je suis sur les toilettes en train de pleurer parce que j'ai pas dormi de la nuit. Je me vide de mon sang, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer. En plus, je saigne comme jamais. Et là, elle me dit, vous voulez que je vous donne une grosse protection ? Et en fait, là, je la regarde, je me dis, parce que ça existe. Ah, mais purée. Je veux bien, s'il vous plaît. C'est parce que là, à chaque fois que je bouge, j'ai peur d'en mettre partout. Donc, j'aimerais bien, s'il vous plaît. Il y avait une protection plus grosse que ce qu'on t'a donné à 2 reprises, quoi. Ouais. Et donc, une fois de plus, tu continues, toi, pendant ce temps-là, à te vider de ton sang parce que c'est une cicatrice qui a pété. C'est pas juste que tu tâches, c'est que tu la remplis, quoi, cette culotte avec ton sang. Et au lieu que quelqu'un se dise, on va peut-être lui donner la plus grosse protection, on te pose la question, est-ce que vraiment tu voudrais
Bien, 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 bien. Ok. Finalement, en fin d'après-midi, il m'opère et donc il reprend la cicatrice. Et puis le lendemain, je suis de retour chez moi. Ah oui. Ouais. Ok. T'as passé quoi, plus de temps à te vider de ton sang chez toi toute seule Oui. que à la clinique, quoi. Bah ouais, à peu près. Ouais. Ok, très bien. Donc on te renvoie chez toi et on te dit quoi? Bah pas grand-chose. Que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire et puis voilà, que maintenant ça devrait aller. Et donc la question, c'est est-ce que... Alors, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, ça va mieux. Voilà. Alors, j'ai juste quand même ma fille qui, à l'époque, devait avoir 4 ou 5 ans, parce qu'elle ne savait pas que je retournais à l'hôpital à ce moment-là, et qui me dit Maman, si on te dit de retourner à l'hôpital maintenant, tu dis non. Tu dis non, hein? Oh, ça suffit. Ah, j'adore. Tu dis non. Ah. C'est bon. L'hôpital, c'est bon, là, t'as donné. J'adore. Pendant un moment, je me remets doucement de l'opération et puis les douleurs sont, si ce n'est inexistantes, en tout cas beaucoup, beaucoup moins importantes qu'avant. Donc je me dis, c'est tout bon, tout va bien. L'été se passe, je reprends le boulot au mois de septembre, tout va bien. Et puis, arrivé à la fin de l'année 2021, je commence de nouveau à avoir un peu des douleurs. Et puis au mois de janvier, de nouveau des douleurs importantes. Donc je revois le chirurgien qui me dit c'est sûrement lié aux cicatrices. Ça arrive parfois que pour une raison ou pour une autre, voilà, les cicatrices sont douloureuses. Donc il me propose des infiltrations. En fait, ils viennent injecter un produit directement sur les cicatrices. Et il me dit au bout de 3-4 infiltrations, c'est terminé, vous n'aurez plus mal. Donc je dis ok, très bien, faisons ça. Et j'en ai fait 7. Ok, donc là on est quand? Donc là on est en février 2022. Ok. Et donc là, à partir de février, tous les mois, je vais faire une infiltration. Et pendant 7 mois, donc, ça m'enlève les douleurs ou me les réduit fortement pendant 2 semaines, mais ça revient. Et en fait, malgré ce qu'il m'avait dit, ça continue à revenir après. Donc au bout de 7, on a dit c'est bon, ça ne marche pas. Et lui part à la retraite aussi. Ah oui, on part à la retraite. Voilà, c'est On ça. part à la retraite. Donc lui, il s'en va, en gros, voilà. Il me recommande à un de ses collègues et puis il s'en va. Et l'autre collègue, clairement, lui, il me dit que il sait pas trop quoi me proposer de plus. Mais c'est déjà ça. Donc, Au moins, il sait dire je ne sais pas. Ok. Aussi, avant, on m'avait aussi parlé d'un médecin à Aix-en-Provence. Donc, je prends rendez-vous et je pars là en février. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ah non, c'est plus tard. On me parle du médecin à Aix-en-Provence, mais du coup, le temps d'avoir le rendez-vous, c'était un petit peu plus tard. J'avais aussi pris rendez-vous au centre de la douleur. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Donc là, je vais voir un médecin au centre de la douleur. Et là, c'était une femme que j'ai trouvée très bien, mais elle me dit clairement, elle me dit, on est mauvais sur les douleurs pelviennes. Hein. Elle me dit ça, on est mauvais. Au moins, pareil, elle est honnête. C'est ça. Une médecin-femme qui te dit sur les douleurs pelviennes, donc c'est-à-dire, voilà, sur les douleurs aussi gynécologiques, on est très mauvais. C'est combien de temps pour avoir un rendez-vous au centre de la douleur? 5-6 mois, je crois. C'est ça, c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup d'attentes en fait dans ton Ah oui, parcours, oui. Bah oui. Et du coup, oui, là, donc on me parle de ce médecin. Et non, je t'ai dit Aix-en-Provence, je te dis des bêtises. D'abord, c'était Nîmes. Ah, c'est le sud. Voilà, c'est ça. Ça reste le sud. Ouais, ça reste le sud. En fait, ça t'a fait voyager. Voyager, ouais. T'as vu la France, tu as vu l'Hexagone. Ouais. Ok. Là, j'essaye de trouver d'autres façons aussi, en plus des infiltrations que je continue là pour l'instant à faire. Donc, je vais faire de l'hypnose. Je vais faire une mini-cure à Challes-les-Eaux, ce qui est une cure gynéco. Je vais faire ça aussi. Et puis finalement, au mois d'août 2022, donc, j'ai mon rendez-vous à Nîmes. Je vois un médecin, femme, là, qui, elle, reprend les choses différemment et me dit hop, il faut vous mettre sous anti-inflammatoire, c'est ça le problème, etc. etc. Donc, on change de traitement et elle me met sous anti-inflammatoire. Et en fait, elle est persuadée que ça va guérir. Ça va tout régler. Ouais, ça va régler, quoi. Sauf que, en fait, ça règle pas vraiment l'histoire. Et quand je retourne la voir au mois de décembre, en fait, elle est un peu embêtée. Elle me dit, mais vous avez pris des anti-inflammatoires de août à décembre? Je dis, bah oui, c'est ce que vous m'aviez dit de faire. Elle me dit, ah oui, mais moi, je pensais que vous en auriez pas besoin pendant si longtemps que ça. Mais attends, mais de août à décembre, mais il y avait pas... Donc elle te vend en août. Elle dit, vous allez prendre des inflammatoires tous les jours. Ouais. Tu les prends jusqu'au mois de décembre, en sachant que les anti-inflammatoires, ça a aussi un effet adverse sur le corps. Et parce que c'est quand même eux qui te donnent le prochain rendez-vous. Bah oui. Et donc là, je dis, bah oui, mais enfin, c'est ça, moi je suis partie avec mon ordonnance, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, et puis c'est ça. Donc elle me dit, bah non, là, ça va pas. Là, il commence à se demander si le problème n'est pas neuropathique. Voilà, des douleurs... du système nerveux. Ouais, c'est ça. Il y a un nerf qui serait endommagé ou quelque chose comme ça. On me conseille de prendre rendez-vous avec une neurologue à Lyon.
Ok. Encore une autre vie. Encore une autre vie. Bon, c'est pas que donc, tu viens de Grenoble, C'est ça. tu es déjà allée à Nîmes, Voilà, tu vas à Lyon, et on t'a aussi parlé d'Aix-en-Provence. c'est ça. Non, c'est bien, tu as visité. Ouais. Visité. Et en attendant ce rendez-vous chez la neurologue, ils me mettent sous traitement donc, pour les douleurs neuropathiques. Et donc là, j'ai 2 médicaments, donc un de la famille des anti-épileptiques et l'autre des antidépresseurs, en gros. Et là, franchement, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'effets secondaires. Je dors très, très mal. Et en même temps, j'arrive pas à me réveiller. Incapable de faire 2 choses en même temps. Voilà, si je suis en train de faire n'importe quoi, qu'une de mes filles vient me parler, ça devient noir, je sais plus ce que je suis en train de faire, je sais pas ce qu'elle m'a demandé. J'oublie tout. Je suis sous la douche, tout d'un coup, je me suis dit, mais je me suis lavé les cheveux ou pas? Incapable de savoir si je l'ai fait ou pas. Voilà, plein de petites choses comme ça qui sont très difficiles à gérer. Et puis, en tant que mère, d'autant plus, parce que là, je suis en train de me dire, en fait, elles peuvent pas compter sur moi, quoi. Parce que voilà, elles devaient partir faire du ski. Un jour, j'ai oublié les chaussettes. Le lendemain, j'ai oublié le goûter. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, un peu compliqué. Et puis surtout, c'est pareil, au niveau des douleurs, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça te fait perdre la tête, en gros. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça règle pas le problème pour lesquels tu es en train de les prendre. Non. Donc j'attends quand même le rendez-vous avec la neurologue qui, du coup, arrive en mars 2023. Et donc la neurologue ne trouve rien. Donc elle me dit c'est une bonne nouvelle. Moi, je sais pas trop à ce moment-là, parce qu'en même temps, si elle avait trouvé quelque chose, je savais enfin pourquoi j'avais mal. On décide d'arrêter, je sais plus quel médecin me dit, ok, on arrête ces médicaments. Par contre, il faut le faire doucement, parce que c'est le genre de médicament où si tu arrêtes du jour au lendemain, ça peut être encore pire au niveau des effets. Donc voilà. Voilà, ça continue toujours. J'ai toujours mal et je sais toujours pas pourquoi j'ai mal. Parce que là, normalement, si c'était effectivement des douleurs liées à l'endométriose, j'ai plus d'utérus, j'ai plus de règles, il n'y a plus de liaison d'endométriose, donc normalement, je ne devrais plus avoir mal. Mais j'ai toujours mal. Et puis, l'hypnothérapeute que je voyais, et puis une sage-femme que j'avais vue aussi plusieurs mois auparavant, m'appellent toutes les deux pour me dire « Il y a un centre de l'endométriose qui s'est ouvert à Grenoble, vous devriez aller voir ». Et en fait, au début, je savais qu'il y avait ce centre, mais moi, on m'avait dit que je rentrais pas dans les cases parce que c'était plus pour le diagnostic. Et là, les deux me disent non, mais ils ont ouvert, ils ont étendu leur truc, donc franchement, ça vaut le coup. Je prends rendez-vous, je vois le médecin que mon gynéco qui était parti à la retraite, chez qui il m'avait orienté, un médecin que j'avais déjà vu. C'est là que, particulièrement, il me dit, en gros, on a fait un peu le tour, quoi. J'arrive un peu au bout de ce que je peux proposer. Mais il me dit, rentrez au centre, parce que là, il y a tout un panel de professionnels de santé qui sont spécialisés dans les douleurs pelviennes, les douleurs d'endométriose, et ça peut être intéressant pour vous. Et c'est lui, là, qui me parle d'un médecin à Aix-en-Provence. Donc lui, il me dit quand même, donc, vous en avez peut-être marre de voyager, de sillonner la France, mais il y a un médecin qui a une technique particulière à Aix-en-Provence, ça peut valoir le coup. Donc je prends rendez-vous à Aix-en-Provence et je rentre au centre de l'endométriose. À Grenoble. Ah voilà, à Saint-Martin-d'Hères, ouais. Où là, je rencontre une sage-femme, ostéo, kiné, qui sont incroyables. Vraiment là, alors il se trouve que toutes celles-là, c'était toutes des femmes qui sont à l'écoute, vraiment, qui sont spécialisées dans les douleurs pelviennes, les douleurs féminines, tout ça, et qui se parlent. Donc voilà. Et comme ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et c'est ça, c'est que voilà, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. En fait, la kiné lui avait mis un petit message pour lui dire voilà ce qu'on avait travaillé. Derrière, l'ostéo dit à la kiné voilà ce qu'on a fait. Ça serait peut-être bien d'aller un peu plus là-dessus, etc., etc. Et ça change tout, quoi. Mais je te crois, parce que les médecins qu'on voit au goutte à goutte comme ça, tous les 6 mois, à qui il faut toujours réexpliquer parce que le médecin précédent n'a pas pris la peine de soit faire un courrier, soit de communiquer, quoi. C'est aussi un vrai souci dans le parcours de soins des personnes, quoi. C'est ça. Donc, waouh! Et grâce à ça, et avec une des kinés là, qui fait de la balnéo, là, ça m'aide. Donc, je commence à diminuer mes doses d'antalgiques. Okay. Donc, ce qui est quand même important parce que je prenais notamment du tramadol. Donc, un tramadol, c'est un opiacé. C'est un opiacé. Voilà. Et tout le monde était un peu flippé parce que peur que je finisse accro aux opiacés. Quand j'allais dans une nouvelle pharmacie, genre en vacances et tout, quand ils voyaient mon ordonnance. Ah, mais vous savez quand même qu'il y a une forte dépendance? Ben oui, je suis au courant, mais en même temps, pour l'instant, on n'a trouvé que ça. Donc, si vous avez une autre solution, allez-y, mais moi, j'en ai pas d'autre. Donc voilà, donc je commence petit à petit à réduire les médicaments. Et puis, finalement, en juillet 2024, du coup, j'ai rendez-vous à Aix-en-Provence, où donc là, je vois ce fameux médecin qui, là, d'un coup, en fait, lui, me dit, oui, bien sûr. Il a la solution. Il me dit qu'en fait, c'est un syndrome myofascial des muscles obturateurs internes.
Tout à fait, absolument, Voilà. à tes souhaits. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là? Donc, en fait, les muscles obturateurs internes, c'est des muscles donc, qui sont dans le bas-ventre qui, normalement, sont proches de l'utérus et le tiennent, etc. Et là, ces muscles, pour une raison inconnue, sont en tension permanente et du coup envoient des signaux de douleur alors qu'ils ne devraient pas forcément. Et puis surtout, avec ce qu'on m'avait déjà expliqué sur les douleurs chroniques, c'est qu'en fait, ça crée comme une autoroute entre ta zone douloureuse et ton cerveau. Et donc, au moindre petit truc, ça envoie l'information de douleur. Et là, lui, il me dit, moi, ce que je vous propose, c'est une injection de toxine botulique, de Botox. De Botox. Parce qu'en fait, ça fige les muscles. Ils sont plus en tension et c'est censé les figer assez longtemps pour faire oublier au cerveau cette fameuse autoroute. Et voilà. Donc, je lui dis, très bien, faisons ça. Faisons ça. Je me trompe un peu dans les dates. Ça, j'avais rendez-vous plus tôt et c'est en juillet qu'il me fait l'injection de Botox. Ok. Voilà. Donc, entre le rendez-vous et le. Il y a eu quelques mois. Il s'est encore passé des mois, quoi. Ouais. Et donc, on rappelle quand même que toutes ces années, toi, en novembre 2020, tes règles finissent, la douleur reste, et jusqu'en juillet 2024, tu vois quoi, une dizaine de professionnels de santé? Ah ouais, parce que là, je les ai pas tous dit en plus. Ouais. J'en ai laissé quelques-uns sur le côté parce que ça faisait un peu trop. On va dire quoi, une vingtaine? 10-15, on va dire, allez. Ok. Donc, 10-15 professionnels de santé, chacun y va de sa théorie, Oui. chacun y va de son ordonnance, C'est ça. chacun y va de son antidouleur. Et puis, ils n'écoutent pas forcément ce que tu dis non plus. Parce que j'avais vu un autre médecin spécialiste dans la douleur qui, lui, justement, voulait me remettre sous anti-inflammatoire. Et donc, je lui dis, mais en fait, non, les anti-inflammatoires, j'ai déjà fait, ça ne marche pas. Il me dit, ah, mais oui, mais couplé avec le Doliprane, c'est... Je dis, ouais, mais ça, j'ai déjà fait aussi. Ah, mais il voulait absolument me mettre sous anti-inflammatoire. Et puis, il voulait aussi absolument que je mette du froid quand j'avais mal. Alors que moi, j'ai jamais eu envie de mettre du froid, en fait. Comme ça, instinctivement, c'était le chaud. Mes mains, ou une bouillotte, ou quelque chose, mais du chaud. Et un soir où il faisait très chaud, je me dis, je vais essayer ce qu'il m'a dit. De toute façon, ça ne coûte pas grand-chose. Je suis allée mettre du froid et en fait, ça a empiré les douleurs. Et là, quand j'en parle au médecin d'Aix-en-Provence, il me dit « Ah non !» Il me dit « Bien sûr que non. Non, les anti-inflammatoires, ça ne sert à rien. » Il me dit « Le froid, bien sûr que non. Vous, c'est le chaud. Ça, c'est sûr. » Donc là, je me dis « Bon, il comprend. Il me dit plusieurs choses comme ça où je me dis « Bon, ça y est, lui, il a compris ce que j'avais. Il a déjà vu ça quelque part. Et a priori, il a une solution à me proposer. » quoi. Ok, waouh. Et alors? Et du coup, donc, il m'explique que le Botox, ça met 15 jours à faire effet. 15 jours après l'injection, il n'y aura rien. Et puis ensuite, pendant 15 jours, les effets augmentent. Et donc, je pars en vacances juste après l'injection. Donc, effectivement, pendant 15 jours, c'est comme d'habitude. Et puis, au bout d'environ 15 jours, un matin, je me lève et là, je me dis, j'ai pas mal. Ok, incroyable. Bon, je vais pas prendre de médicaments alors. Et puis, on va voir ce que ça donne. Waouh. Et puis, voilà, ça arrive dans l'après-midi, ça commence à tirailler un peu plus et tout. Donc, je me dis, on va pas faire la folle, on prend quelque chose. Et ça pendant une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, pareil, je regarde, 18 heures, j'ai toujours pas pris de médicaments et ça va. Bon, ok. Et puis, finalement, ça a tenu la journée. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus pris de gros médicaments, quoi. Après, j'ai pris une fois de temps en temps du Doliprane et puis c'était fini. Complètement incroyable, quoi. Enfin, pour moi, ça a été assez miraculeux. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a un médecin à Grenoble qui voudrait faire ça. Mais le pharmacien de la clinique dans laquelle il travaille refuse parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'utilisation du Botox. Donc, voilà. Donc, je suis obligée d'aller... j'ai été obligée d'aller à Aix-en-Provence 3 fois en tout, mais alors que ça pourrait se faire à Grenoble. À côté de là où tu habites. Donc, ça veut dire qu'il y a un médecin qui sait ça, qui sait ce qui t'est arrivé quelque part. Et donc, ça veut dire que ça arrive à d'autres femmes. Ça veut dire que tu n'es pas la seule. Et il y a un pharmacien qui dit non, on n'a pas assez d'informations. Du coup, on va laisser les gens en errance, quoi. Ouais. Waouh. Je dis beaucoup waouh dans ce podcast, parce que à chaque fois que je pense qu'on a atteint le fond, en vrai, il se passe quelque chose qui me fait dire quand même, quoi. Oui, bon, la France, c'est le principe de précaution, mais là, c'est trop. Parce que toi, donc, ça a commencé novembre 2020. Et là, on est... Donc, tu dis, tu l'as vu en juillet, les vacances, donc c'est août 2024. Ouais, c'est ça. Août 2024, tu prends du Doliprane. Ouais. Quand avant ça, t'es passé par des opioïdes, le tramadol. T'es passé par des médicaments anti-épileptiques qui te font perdre la tête, qui te font tout oublier, qui te font douter de ta capacité à pouvoir prendre soin de tes enfants. Et en fait, on avait besoin d'un truc qu'on utilise pour les rides, quoi. Ouais, c'est ça. Alors apparemment, en fait, le Botox, on l'utilise dans plein de choses, et de plus en plus, mais en tout cas, ouais. Et puis, moi, clairement, je te dis, quand je suis allée voir le médecin Aix-en-Provence,
Je voulais pas mettre trop d'espoir parce que j'en avais déjà tellement vu et en gros, j'en parlais à un moment avec ma kiné. Je disais, bien entendu, je voudrais que ce qu'ils me disent, c'est « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça, il suffit de faire ça et puis c'est terminé ». Et je dis « Mais j'y crois plus, j'y crois pas ». Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il m'a dit « Mais oui, voilà ce que vous avez et voilà la solution ». Et ça a marché. Et cette fois-ci, c'était vrai. Ouais. Et cette fois-ci, c'était vrai. Et donc, tu as eu ce gars, celui qui t'a dit, voilà, le problème, c'est ça, la solution, c'est ça. Et 4 ans plus tard, finalement, ça a vraiment marché, quoi. Comment tu t'es sentie dans ce moment-là ? Ça a été, alors déjà, ça a été vraiment... au moment où il m'a proposé ça, il avait l'air tellement sûr de lui et il m'a tellement dit aussi, montrer certains symptômes que j'avais ou les choses qui me faisaient du bien. J'avais vraiment eu l'impression qu'il avait compris. Donc déjà, quand je suis sortie du premier rendez-vous, j'étais déjà vachement soulagée en me disant, voilà, je crois que là, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui a compris quel était le problème. Et puis après l'injection, je savais pas, parce que c'est pas immédiat, puis c'est pas très agréable non plus. Les aiguilles sont un peu grosses. Et t'as pas c'est une anesthésie locale, donc il te fait une petite, donc tu vois. Et puis après, ça gêne sur la marche, c'est pas très, c'est pas très agréable. Et puis j'attendais de voir. Mais quand le premier matin où je me suis levée, je me suis dit, mais j'ai pas mal. Là, c'était assez fou. Et derrière, j'ai eu l'impression de revivre. Ouais, Petit à petit, en fait, voilà. Et de plus avoir à se poser la question si je peux marcher. Il y a quelque temps, je suis partie en week-end et tout d'un coup, je me suis dit, oh, j'ai pas pris ma trousse de médicaments. Et c'était la première fois depuis 4 ans que je partais quelque part sans emporter des médicaments avec moi. Des antidouleurs. Ouais. T'avais toute une trousse. Ah oui. Toute une trousse, quoi. Oui, parce que j'avais plein de trucs. C'était... Voilà, donc c'est assez... c'était miraculeux. Ah, je suis émue. Je suis émue. Tu nous as parlé au début des opérations que tu avais eues suite à tes accouchements, et que c'est là au début où tu entends parler d'endométriose. Tu nous as aussi dit comment les médicaments te font oublier des choses et des questions que tu t'es posées par rapport à tes filles. Et du coup, j'aimerais te poser cette question-là. Quand on est mère de jeunes enfants, d'enfants en bas âge, et qu'on vit la douleur au quotidien pendant 4 ans, comment ça se passe au quotidien ? Comment on se sent dans son cœur, dans sa tête ? C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que, en fait, on est privé d'une partie de ses capacités. Moi, il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, je suis pas la mère que j'ai envie d'être. Et ça, c'est difficile. Et d'être tout le temps en train de leur dire, non, ça, je peux pas faire parce qu'en fait, j'ai mal ou je vais avoir mal. Et donc, ça, c'est difficile. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, j'ai fait un travail avec une hypnothérapeute et on avait fait une séance sur la culpabilité par rapport justement à mes filles. Et c'était chargée en émotions, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai la chance d'avoir des filles qui sont très empathiques et qui voient souvent, souvent sans que moi, je veuille leur dire que ça allait pas. Ma grande en particulier qui me disait « T'as mal, maman. Vas-y, assieds-toi. » Oh, trop mignon. Assieds-toi. Et ça faire quelque chose pour t'aider. Oui, et puis ça aide et en même temps, il y a un côté aussi, elle devrait pas avoir ça, en fait, normalement. Elle devrait pas avoir à s'occuper de moi. Elle est trop petite encore. Elle avait quel âge ? Elle avait 8 ans. Ouais. 8-9 ans, ouais. Ouais, c'est jeune pour voir sa mère malade et qui a mal dans son corps tout le temps. Et surtout, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais c'est sûr que la douleur au quotidien, c'est tu sais ce que c'est aussi, hein, c'est difficile, ça tape sur le système, ça tout ça. Et le fait d'avoir des enfants, alors il y a un côté qui est, je vais dire presque difficile parce que il faut être là, il faut quand même s'en occuper. Et puis moi, je voulais pas non plus ne plus rien faire pour elle, bien entendu, il fallait que je sois là. Et en même temps, je me dis que c'est aussi grâce à elle. Parce que tous les matins, si je me levais, que je m'habillais, que je me maquillais, tout ça, c'était aussi parce que je voulais leur montrer que leur mère, elle était toujours là, quoi. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée, en fait. Ça m'a aussi beaucoup portée. Je pense qu'elles ont été une grosse part dans la force que j'ai eue pour surmonter tout ça. L'autre culpabilité dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est par rapport à tes élèves. Tu es institutrice. Comment ça s'est passé pour toi, pour le boulot ? Ça a été un peu compliqué. Donc, en fait, la première fois, j'ai été arrêtée pendant plusieurs mois. Après, je suis revenue en mi-temps. L'année d'après,
J'avais changé d'école et j'ai été absente peut-être 1 mois sur toute l'année scolaire, donc c'était correct. L'année encore d'après, je suis partie au mois de décembre, mais je suis jamais revenue. Waouh. Donc là, c'était un peu compliqué aussi, surtout que je savais qu'ils avaient mis une remplaçante qui, elle, est partie en burn-out. Et donc après, ils ont eu 1 semaine quelqu'un, puis plus personne, puis 2 jours, puis plus personne, etc. Donc là, je sais bien que je ne suis pas en capacité de pallier aux problèmes du système éducatif français, mais c'est quand même... c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'impression d'abandonner mes élèves. Puis j'avais une classe à plusieurs niveaux, mais j'avais des CP dans le lot. Et voilà, on sait que l'année de CP, c'est là où on apprend à lire, etc., etc. Et que c'était un peu... que ça allait être compliqué pour eux, quoi. Et après, le médecin de l'éducation nationale m'a parlé d'une possibilité d'avoir un poste adapté. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, pendant 1 année scolaire, j'ai travaillé de la maison pour le CNED et je faisais des corrections. Et donc là, ça me permettait de pouvoir prendre tous les rendez-vous médicaux dont j'avais besoin et de travailler à mon rythme. Donc voilà, je pouvais m'arrêter si j'avais besoin, je pouvais me mettre dans la position que je voulais, je pouvais... voilà. Oui, le CNED, c'est la partie... L'enseignement à distance. Voilà, c'est l'enseignement à distance pour les élèves français qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas être présents physiquement à l'école. C'est ça. Donc il y a plein de situations différentes. Il y a des enfants qui sont en voyage, des enfants qui sont à l'étranger dans des endroits où il n'y a pas d'école française ou pas des écoles qui conviennent aux parents, des enfants qui sont malades ou handicapés, des enfants du voyage. Il y a plein de situations différentes. Et donc ça, tu ne savais même pas que c'était possible? Non, c'est le médecin de l'éducation nationale qui m'a parlé de ça. Moi, je ne savais pas que ça existait. Ça a été très bien, ça, pour moi, de pouvoir... comme ça me permettait de reprendre quand même un peu le travail. Et puis, au niveau financier aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand on est en arrêt pendant trop longtemps, voilà, on passe à mi-traitement. Et puis, donc, c'est compliqué. Et puis voilà, oui, de pouvoir prendre tous les rendez-vous de kiné, de tout ça dont j'avais besoin. Et puis, de travailler quand je pouvais, quoi. Donc tu pouvais, c'est ça, parce que du coup, le CNED, c'est beaucoup de correction de copies, d'accompagnement à distance. Et donc, tu étais vraiment libre en journée de... Oui, c'est ça, il n'y a pas de visio, il n'y a pas de choses comme ça, c'est de la correction de copies. Les enfants, ils ont des évaluations à rendre toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, on corrige ces copies en leur expliquant les erreurs qu'ils ont faites. Mais j'avais pas de moment où il fallait absolument que je sois là, à part les visios en début d'année pour nous expliquer comment corriger les copies. Mais sinon, avec les élèves et tout ça, il n'y avait pas... Je te pose cette question parce que du coup, on parle beaucoup de l'absentéisme des instituteurs et en fait, on parle assez peu de ce que les institutrices vivent. Et moi, je sais que j'ai pu échanger avec beaucoup d'entre elles et qui parlent de cette même culpabilité en fait. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir poser ici aussi dans ce podcast pour toutes les autres mamans aussi qui écoutent que quand on est institutrice, on reste un être humain, qu'on a aussi ses problèmes, qu'on a des gros problèmes de santé, qu'il y a un système de soins qui n'est pas adapté, qu'il y a un système scolaire qui est plus adapté aussi. Et que du coup, c'est aussi beaucoup de culpabilité et on pense à ces étudiants, à ces élèves. Ah oui. Et puis c'est quand on est instit, on voit les enfants 24 heures par semaine. C'est énorme en fait. On les voit beaucoup, on les connaît, on connaît leur famille, on connaît leur histoire. Et c'est pendant 1 année scolaire, c'est nos élèves, quoi. C'est vraiment... Et quand on est obligé de partir comme ça, en plus à chaque fois, les 2 fois où j'ai été absente pendant longtemps, mais en fait, je ne savais pas pour combien de temps je partais. J'étais arrêtée, mais je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Donc, pas de possibilité non plus de dire aux élèves, voilà, là, ça ne va pas, je vais me faire soigner et je reviens dans tant de temps. Ça ne marche pas, je ne sais pas. Et ça, c'est difficile aussi. Et puis, oui, ce sentiment. Et puis, quand on sait qu'en plus, on n'est pas forcément remplacé, on sait que les enfants, ils ne vont pas être dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, ça, moi, j'y pouvais rien, quoi. Exactement. On a bientôt fini, malheureusement, même si j'aimerais qu'on reste plus longtemps à discuter de tout ça. Et pour finir, j'aimerais te demander déjà, comment ça va aujourd'hui? Là, on est en avril 2025 et du coup, j'aimerais savoir, depuis cette première dose de Botox en juillet 2024, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. J'ai une 2e injection au mois de novembre 2024 parce qu'il m'avait dit que si c'était bien mais pas parfait, on pouvait en refaire une un peu rapidement pour essayer de blinder le truc. Et maintenant, ça va bien. C'est pas complètement terminé. Ça m'arrive encore d'avoir un peu mal. Je fais toujours de la kiné. Mais je prends un Doliprane une fois tous les... je sais pas, tous les mois. Waouh. Donc ça va. Génial. Le titre du podcast, c'est « Je pensais que j'étais la seule ». Si tu pouvais compléter cette phrase, ce serait quoi? Je pensais que j'étais la seule à avoir ce genre de douleur. Voilà.
C'est super. Non, mais comme ils ont mis longtemps, comme j'ai quand même beaucoup galéré avec les médecins à savoir quel était le problème, je pensais qu'il y avait que moi qui avait ces douleurs-là et qu'on savait pas d'où ça venait, quoi. Oui, exactement. C'est vraiment, ça isole, quoi. Tu vas de médecin en médecin et personne n'a de solution, de vraie solution à t'apporter. Et chacun voit midi à sa porte avec sa solution à lui. Ouais, quoi. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Laurie ? Que ça revienne jamais. Que ça revienne jamais. Et si tu avais un conseil, justement, ou une parole pour une femme qui, comme toi, a eu soit des douleurs pelviennes, soit des douleurs tout court dont on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Qu'est-ce que tu aurais aimé que toi, on te dise ? Que y a sûrement une solution. Encore faut-il la trouver, mais que ça peut être long, mais que et qu'il faut pas hésiter, même si des fois c'est difficile et même si c'est usant et prenant, à aller voir d'autres médecins et puis à pas rester avec des soignants avec lesquels on se sent pas écouté ou pas en confiance. Parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien. Et c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Et c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Merci Laurie pour ton partage, merci pour ta sincérité, merci pour ton courage. Parler d'hystérectomie quand on est une femme, c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, merci d'avoir accepté de venir te déposer dans le podcast. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Et si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, eh bien, je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, avec une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner et à nous retrouver sur les réseaux sociaux @j'étais-la-seule. Pour continuer la conversation, soutenir la communauté qui est en train de se construire et si tu le souhaites, déposer ton propre vécu. Parce que Je pensais que j'étais la seule, comme on disait avec Laurie, eh bien on sait que parler, c'est déjà agir et qu'agir, c'est commencer à guérir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.